une énorme proportion de ces attaques qui sont dues à une compromission de l'identité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'identité via notamment des emails qui sont attaqués. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les compromissions, il y a 81% qui viennent je veux dire, en 2019, il y a 88% des entreprises dans le monde qui ont subi une attaque de phishing. Vous imaginez, c'est quasiment 100% des entreprises qui sont sûres d'avoir des attaques de phishing. Alors le phishing, peut-être pour ceux qui ne savent pas, ou l'hameçonnage en français, c'est vous recevez un email qui se fait passer pour votre banque, pour le support Microsoft, pour une entité auquel, a priori, vous faites confiance, et va vous inciter à redonner vos informations d'identité, à cliquer sur un lien, qui est bien sûr un site malveillant, ou à cliquer sur une pièce jointe parce que c'est attrayant. Et bien évidemment, une fois que vous avez cliqué sur la pièce jointe, ça va vous mettre un malware qui va permettre à l'attaquant de prendre contrôle, puis de faire des mouvements latéraux, etc., jusqu'à potentiellement avoir ce qu'on appelle les clés du royaume. Le compte administrateur est là, potentiellement, il peut vous infecter tout votre réseau avec un malware. Et là, vous êtes complètement bloqué. On a eu des collectivités, ils se sont retrouvés il y a un an, je ne vais pas citer les noms parce que ce n'est pas forcément public, mais qui se sont retrouvés bloqués du sol au plafond. Les systèmes VMware, le backup, les postes de travail. Je ne sais pas pour faire la pub pour Microsoft, la seule chose qui fonctionnait encore, c'était le système Office 365 parce qu'il était sur une autre plateforme cloud dont il n'est pas la charge. Mais ils ne pouvaient plus rien faire, ils étaient complètement paralysés. Donc c'est super important de prendre conscience de ces vecteurs d'attaque. Donc je vous encourage à lire ce Digital War Report. Et derrière, bien sûr, de passer les mesures d'hygiène. Alors on ne va pas pouvoir les détailler en détail, mais puisque ça part d'une erreur humaine, la première chose à faire, et j'insiste, c'est informer vos utilisateurs. Apprenez à détecter un malware. Nous, on a des formations obligatoires. Faites des quiz, faites des réunions, fournissez-leur les kits de l'ANSSI, invitez-les à des séminaires, peu importe. Formez vos utilisateurs. Marc Gardette, oui. Je vais prendre la balle au bon parce qu'avec vous, il faut jouer je ne vais pas vous lister les 20 mesures d'hygiène que j'avais prévu de vous parler. Et le deuxième, j'en dirais qu'un deuxième parce que ça peut prévenir jusqu'à 95% des attaques par d'identité. C'est implémenter, si ce n'est pas déjà fait dans vos organisations ou dans votre vie privée, moi je l'ai fait sur tous mes comptes Hotmail, etc., l'authentification à deux facteurs. Donc utilisez un complément SMS, une application compagnon, peu importe. Mettez du MFA, on appelle ça du MFA partout dans vos systèmes. Ça déjà élimine 95% des attaques, au moins sur l'identité. Voilà. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres mesures d'hygiène. Je ne peux que vous recommander le site de l'ANSSI qui a d'excellents papiers également à vos dispositions pour mettre en place les bonnes mesures de protection. Stéphane Barsic, je vous passe la parole. Vous êtes de Pulsi Grand Est, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Vous m'avez dit une chose sur la thématique qui m'a beaucoup intéressée, c'est que vous faites des mises en situation des partenaires du groupe. Expliquez-moi comment ça se passe. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, devant tous ces chiffres qui ont été annoncés et qui font quand même... Il faut que vous mettiez le micro plus près. Devant tous ces chiffres qui ont été annoncés et qui font un petit peu peur, il faut l'avouer, il faut partir du principe, c'est ce qu'on fait un peu chez Pulsi, c'est que de toute manière, un jour ou l'autre, n'importe quelle structure subira une cyberattaque. Peu importe la taille, peu importe l'endroit où elle se situe dans le monde, elle subira de toute manière une cyberattaque. Donc à partir du moment où on le sait, c'est un état de fait, il faut effectivement anticiper, comme vous disiez tout à l'heure. Et pour anticiper, il y a effectivement tout un tas de mécanismes techniques qui peuvent être mis en œuvre, de mécanismes d'outils du marché qui permettent de sécuriser, qui permettent de réduire, on va dire, la probabilité qu'une cyberattaque intervienne. Pour autant, il y a toute une partie organisationnelle également qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Et ce que j'entends par partie organisationnelle, c'est effectivement d'avoir des process internes qui permettent d'anticiper cette cyberattaque. On sait qu'elle va arriver, donc qu'est-ce qu'on met en place? Comment on va gérer cette crise de cyberattaque? Comment on la détecte? Qui va communiquer? Comment on va communiquer, que ce soit en interne ou en externe? Qui va être chargé au sein de l'entreprise ou au sein de nos partenaires de revenir à un état normal? Tout ça, c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc ça s'anticipe au travers notamment de process qu'on peut définir, qu'on peut imaginer. Alors bien sûr, la réalité du terrain est parfois différente de ce qu'on peut imaginer, mais pour autant, le fait de l'imaginer et de l'écrire, ça permet aussi de le mettre en situation derrière, de réaliser 1 à 2 fois par an un exercice de crise, une simulation de crise, une simulation de cyberattaque. On a mené, par exemple, chez Pulsi, avant l'été, une simulation de cyberattaque qui portait sur quelque chose de très à la mode en ce moment, un phishing.
donc un hameçonnage qui permettait le déploiement d'un ransomware, avec du chiffrement des données de santé Pulsy, avec l'arrêt de certains services Pulsy et donc des membres qui étaient dans l'incapacité d'utiliser des outils de télémédecine, des outils de téléconsultation, de téléradiologie et autres. Et donc on a agi avec notre cellule de crise, telle qu'on l'a imaginée au départ, avec nos process, tels qu'on les a imaginés. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait de très bonnes choses dans ce qu'on avait imaginé, puis qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas forcément applicables. Pas forcément applicables parce que c'était pas applicable dans le contexte, c'était pas applicable au moment où on a fait cet exercice de crise, ou alors c'était applicable mais pas forcément efficace. Donc cet exercice, il a cette vocation-là également, c'est de permettre de faire un état des lieux de ce qu'on a pu imaginer, de le tester et puis de le corriger. C'est une amélioration continue. Donc bien évidemment, le jour où on se retrouve face à une cyberattaque de grande ampleur, on va rajouter une dose de stress qu'on n'a pas lorsqu'on fait l'exercice. On va se retrouver avec de l'inconnu. Parce que même si, comme vous le disiez, aujourd'hui les attaquants sont connus, on connaît les groupes, on connaît pour certains types d'attaques les méthodologies, il y a de la nouveauté tous les jours. Faut bien se dire que le cybercriminel est très très inventif. Les attaques d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 1 an, ne sont pas les mêmes d'il y a 5 ans, et je ne vous parle pas d'avant. Donc c'est de la perpétuelle évolution, constamment, de réaliser ces exercices de crise, de les tester. Et puis, pour rebondir également sur le point que j'ai noté tout à l'heure, j'insiste également sur la partie sensibilisation. Je prends toujours l'exemple en interne, et je ne sais plus si ils pourront tous vous le dire, je prends toujours l'exemple de dire que la sécurité des systèmes d'information, c'est comme une chaîne, c'est comparable à une chaîne de vélo, une chaîne que vous avez autour du cou, comme vous voulez. Et cette chaîne, si elle doit casser un jour, elle casse toujours par le maillon le plus faible. C'est de la physique. Chaque utilisateur, chaque fournisseur, chaque client de votre système d'information est un maillon de cette chaîne. Donc si vous ne le sensibilisez pas à un moment sur qu'est-ce que la sécurité, pourquoi il faut sécuriser, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre, ben, il se passe qu'on n'a pas un maillon vulnérable, mais beaucoup de maillons vulnérables. Et tous ces maillons sont autant de points d'entrée possibles pour les attaquants pour venir réussir leur cyberattaque. Oui, 2 secondes, parce que je voudrais passer la parole à Marc Loutrel. Allez-y. Ouais, c'est pour renforcer un dernier point, justement, par rapport, par exemple, à l'utilisation de plateformes extérieures ou des partenaires qui viennent faire des services managés sur votre plateforme. Souvent, quand la plateforme du client est bien bétonnée, on attaque par justement ces maillons faibles qui sont les partenaires. Donc, dans l'assessment de sécurité, il faut aussi tenir compte de son écosystème. Parce que le maillon faible n'est pas forcément à l'intérieur de l'organisation, mais peut-être à l'extérieur. C'est super important. Y compris l'exemple de la supply chain que j'ai cité tout à l'heure. Alors, Marc Loutrel, vous représentez l'Agence du numérique en santé. Vous m'avez dit une cyberattaque, c'est la mise à mal de services mis en œuvre pour les citoyens dans une démocratie moderne. Quand je vous entends, quand j'entends l'actualité, je me dis oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ? Alors pour le coup, on vous aide tous les jours, mais vous vous en rendez pas forcément compte. Ça veut dire qu'on fait bien notre travail, en tout cas on espère. Donc la première chose, c'est que déjà le CERT Santé, donc c'est le centre de réponse à incidents qui est dédié au secteur de la santé. Aujourd'hui, il intervient en accompagnement des structures, donc des établissements de santé, mais également des structures médico-sociales. Donc on intervient, bon, ça a été dit à plusieurs reprises, franchement, il y a un aspect travail en amont et sur la partie préventive. Donc là, on est plus sur finalement de la formation. Donc on a un site où on délivre des webinaires en complément que ceux que l'ANSSI peut déjà fournir. On intervient également sur une partie cyberveille, où là on est peut-être un peu plus technologique, mais on délivre en fait un ensemble de bulletins d'information. C'est une des activités d'un centre de réponse à incidents, de délivrer notamment des bulletins d'information sur des aspects technologiques. Voilà, le serveur Exchange, un tel, il a telle vulnérabilité, vous devriez la corriger, et comment corriger. On intervient plus aussi sur des aspects alertes, très concrètes. Voilà, attention, là, sur tel système, c'est critique, vous devriez intervenir. Donc là, c'est plutôt une partie publication, je dirais, toujours sur le portail cyberveille-santé.gouv.fr. Mais il y a aussi, également, on est capable de faire du proactif à différents niveaux. Donc une partie proactive où, finalement, on connaît nos clients, quelque part, parce que souvent, on les a audités. Donc
Ceux qu'on a audités, on va leur dire attention, là, tu as des vulnérabilités qui te concernent toi, tu devrais mettre en œuvre. Donc là, on les alerte directement. Ça peut être sur des systèmes, comme je vous le disais, qui sont liés peut-être à des bulletins d'information, mais ça peut être aussi parce qu'on a identifié sur certains types de réseaux que leurs adresses IP commençaient à circuler dans des réseaux où il ne faudrait pas trop que ça circule et que potentiellement ils vont être la future cible d'une attaque. Donc là, ça c'est vraiment du proactif. Et du très concret. Et puis on intervient aussi toujours en proactif en fournissant une plateforme d'audit, de cybersurveillance. Donc là, à la demande d'un établissement de santé ou d'une structure médico-sociale, on peut réaliser un audit pour eux. Et donc là, on va vérifier différentes choses, des choses de base. Par exemple, est-ce qu'il y a des mots de passe faibles qui sont utilisés mais pas que. Après, on va aller un peu pousser un peu plus loin pour savoir jusqu'où on peut aller. Et la vérité, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de travail dans le secteur de la santé, donc finalement, on trouve assez vite des choses. Et concrètement, l'objectif, c'est de fournir, à travers cette plateforme de cybersurveillance, un rapport d'audit qui va permettre à un RSSI ou à une direction de structure d'un établissement, concrètement, de mettre en place un plan de remédiation.